D'abord, vous remercier de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Donc, quand on va parler de l'ECMO véno-artériel dans l'arrêt cardiaque réfractaire. Si je peux l'enlever, c'est mieux. Alors déjà, un rappel sur qu'est-ce que l'ECMO, parce que je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Donc, ça veut dire Extracorporal Membrane Oxygenation, et vous pouvez encore entendre ou lire Extracorporal Life Support. Pendant longtemps, au début de l'ECMO, dans les années début 2000, ou même avant, on disait ECMO pour ce qui était l'ECMO véno-veineuse, donc plutôt la suppléance respiratoire, et Extracorporal Life Support, donc ECLS, pour ce qui était de l'ECMO véno-artériel. Donc on peut donc l'implanter pour une suppléance respiratoire exclusive, donc ça va être l'ECMO véno-veineuse, ce que vous avez beaucoup vu ou entendu pendant le Covid, et la suppléance cardiaque ou cardio-respiratoire qui va faire les deux, en utilisant donc là un circuit véno-artériel. À une époque, on a parlé de l'ECMO dans le cas des donneurs d'organes. Donc, on utilise la même machine, mais d'une autre façon. Donc, on n'appelle plus ça une ECMO à ce moment-là, mais on appelle ça une circulation régionale normothermique pour éviter de confondre certaines choses. Donc, sur une ECMO... C'est pas ça qui s'allume? Si, c'est ça. Donc, vous avez une pompe centrifuge qui est ici, qui va être couplée à une console de contrôle et à un oxygénateur qui va être lié à l'air et à l'oxygène. À l'oxygène uniquement si vous êtes dans un mode de transport, mais à deux si vous êtes à l'air et à l'oxygène si vous êtes dans une chambre. La pompe, elle va générer un flux laminaire continu et c'est une suppléance externe, d'urgence et de courte durée. Courte durée dans une récupération cardiaque, c'est pas un jour ou 2 jours. Ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Donc, comment c'est composé? Vous allez implanter au patient une canule. Ça va être relié par un connecteur à votre circuit, la pompe. Ici, vous pouvez avoir éventuellement des connecteurs pour pouvoir brancher à une dialyse après. Là, ici, vous avez votre membrane, un capteur de débit pour pouvoir avoir le débit, un connecteur et qui va être relié du coup à votre canule. Et vous pouvez éventuellement réchauffer votre patient si vous le voulez. Au lit d'un malade, ça vous fait comme ça. Le sang est pompé par la canule de drainage, arrive ici, passe ici dans la membrane, c'est oxygéné, décarboxylé, et ça repart de l'autre côté. Donc là, c'est un exemple de machine, mais il en existe 4 ou 5 sur le marché, mais le principe est toujours le même. Donc, l'ECMO véno-artériel, quelles sont aujourd'hui les indications? L'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, tout ça, tout ce que je vous dis, en gros, c'est dans le choc cardiogénique. Vous avez l'impossibilité de sevrage en post-opératoire, les intoxications aussi médicamenteuses, dans les rejets de greffe, les traumatismes thoraciques, le choc septique avec une atteinte cardiaque, plein d'autres causes d'insuffisance cardiaque aiguë, et du coup, l'arrêt cardio-respiratoire réfractaire. Alors, pourquoi on poserait une ECMO véno-artérielle? Le but, ça va être d'aider complètement ou de remplacer partiellement la pompe cardiaque en attendant soit une récupération, soit une transplantation si votre patient ne récupère pas, ou une assistance définitive où le patient pourra rentrer chez lui avec une assistance qui tient dans un sac à dos ou dans une petite mallette. Et le but, c'est d'améliorer du coup la pression de perfusion tissulaire en augmentant votre PAM. Et tout ça pour éviter la dysfonction d'organes. Quand est-ce qu'on doit poser l'ECMO? Donc là, l'ECMO véno-artériel, je vais vous parler en intra-hospitalier. Ça veut dire que quand vous êtes dans un hôpital, dans un lit. Ça va être avant la défaillance multiviscérale. Donc il y a des critères échographiques que vous pouvez entendre quand des médecins vous parlent. Il a une ITVA 8, il a une ITVA 12, une fraction d'éjection. Et il y a des scores qui ont été mis, donc qui vous donnent un risque de mortalité. Donc vous pouvez l'avoir sur votre smartphone ou sur un ordinateur. Vous tapez le poids du malade, son âge, certaines comorbidités, quels sont ses lactates, et ça vous donne un range de survie qui vous dit, à partir de tel seuil, c'est ça peut être raisonnable de poser l'ECMO véno-artériel, oui ou non. Après, vous avez aussi une réponse à la dobutamine. Un malade arrive avec une défaillance cardiaque, vous n'allez pas dire, bon, on lui pose une ECMO d'emblée. Vous allez d'abord faire, on va dire, le traitement standard, voir si le malade y répond, et en fonction, il va aller vers l'ECMO véno-artériel ou pas. Donc, comment elle est implantée? Elle peut être implantée en centrale, ça c'est quand c'est au bloc opératoire, mais ça ne concerne pas, en tout cas, notre propos ici, mais une ECMO périphérique.
Donc, c'est quelque chose qui peut être rapide, hein. Ça peut être fait en 20 minutes pour les plus expérimentés, mais environ 30 minutes. Ça peut s'effectuer au lit du malade. Donc, vous avez du coup la canule ici qui va être implantée, qui va remonter au niveau de votre oreillette gauche, une autre canule qui va arriver ici dans l'aorte descendante, et du coup, le sang est prélevé, oxygéné, décarboxylé et ramené à contre-courant de votre circulation. C'est possible de le faire sous un massage cardiaque externe, et du coup, vous avez différents types de cannulation. La plus classique, c'est la fémoro-fémorale, c'est-à-dire que vous allez ponctionner ici, mais parfois, si vous n'avez pas d'abord fémoral qui est possible pour réinjecter, ça peut être fait en axillaire. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Et on a ce qu'on appelle, qui est recommandé, la canule de reperfusion, parce que quand vous êtes ici, en fait, les canules sont assez grosses et vont obturer le flux qui va vers votre jambe. Et du coup, normalement, avant de poser la canule de réinjection, on met dans l'artère fémorale superficielle un cathéter ici, un désilet, qui permet en tout cas de redonner du sang oxygéné à votre jambe, enfin à la jambe du patient. Donc une fois qu'on sait à peu près compris qu'est-ce que l'ECMO, finalement, c'est quoi l'arrêt cardiaque réfractaire? Un arrêt cardiaque, oui, quand est-ce qu'il devient réfractaire? Donc ce qu'on nous dit, c'est finalement après l'absence de reprise d'une activité circulatoire, 30 minutes d'une réanimation spécialisée, médicalisée, en normothermie et en l'absence d'intoxication. Et c'est ce que vous a montré le professeur Cariou tout à l'heure. Il y a un moment où il y a marqué qu'il y a une option extracorporale CPR, c'est à ce moment-là de placer l'ECMO sous massage cardiaque, si le patient ne reprend pas. Donc finalement, on se dit, l'ECMO, c'est la solution. Le but, c'est de refaire circuler. Si la pompe cardiaque ne marche plus, ce que je vous ai dit, le but, c'était de suppléer partiellement ou complètement. Donc au final, si ça ne fonctionne pas, on met des canules, on met une ECMO, et puis le problème, finalement, peut être réglé. Sauf qu'implanter une ECMO, oui, ça peut prendre 20 à 30 minutes, mais dans le cadre d'une réanimation, avec une équipe qui est formée et du matériel. Donc il faut une équipe qui est formée, qui est expérimentée à l'implantation. C'est aussi comment est organisé votre service. Par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, vous avez une équipe de perfusionnistes qui dépend du bloc de chirurgie cardiaque, et c'est les chirurgiens qui vont implanter avec les perfusionnistes. Il y a d'autres hôpitaux où c'est l'équipe de réanimation qui canulent et qui prennent en charge l'ensemble du processus des malades. Donc si vous faites ça, comment c'est organisé? Est-ce que c'est un système d'astreinte? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un infirmier qui doit laisser un de ses patients pour pouvoir aller prendre en charge la pose d'une ECMO et la logistique qui va avec, c'est-à-dire préparer la machine, donc la débuler, préparer l'ensemble du matériel et assister à la cannulation. Et puis on va voir aussi le contexte, parce que le plus important dans ces moments-là, et le professeur Cariou vous l'a dit, c'est le temps. Le temps, la montre, ça joue contre le patient et contre vous. Chaque seconde écoulée, c'est, j'ai envie de dire, un neurone et une cellule du myocarde en moins chez votre patient. Donc de toute manière, à chaque fois, on arrive à un moment où chaque seconde qui passe, ça va être un souci. Et là vient le débat et les soucis de est-ce qu'il faut positionner ces patients-là sous ECMO? À ce moment-là, quel patient il faut qu'on mette sous ECMO? Quand? Si c'est en extra-hospitalier, le scoop and run, c'est ce qui se passe un peu dans les pays anglo-saxons, c'est qu'eux, ils n'ont pas... La politique de la France, c'est d'amener la réanimation dans la rue, de stabiliser les choses et de trouver le meilleur endroit pour le patient pour être pris en charge. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, on prend le patient, les sauveteurs sont, eux, formés à reconnaître des choses, intuber, poser une voie, poser des médicaments et ramener le patient à l'hôpital le plus proche pour essayer d'aller à l'endroit où on peut le faire plus vite. Donc, est-ce que c'est ça qu'il faut faire quand on veut poser une ECMO? Est-ce qu'il faut prendre le patient, le ramener dans un centre qui peut faire de l'ECMO et lui implanter l'ECMO une fois à l'hôpital? Ou est-ce qu'on finalement poursuit la logique à se dire, si on amène la réanimation dans la rue, est-ce que la réanimation, comme elle s'occupe aussi de l'ECMO, est-ce qu'on ne peut pas amener l'ECMO dans la rue également? Donc l'équipe du SAMU de Paris a fait une étude et l'a fait, pose en tout cas des ECMO en préhospitalier. Là aussi, c'est quel patient on va faire, quels sont les critères et quand les implanter. Là, c'est le gros débat qui est encore mondial et les critères de sélection sont variés parce que tout le monde n'a pas la même organisation.
Les Chinois ou les Japonais qui ont été les premiers, ils ont des distances très courtes, ils ont des gens formés, vous avez vu, à la réanimation de base. Donc pour eux, ce sont des choses relativement simples de prendre et de pouvoir amener. En France, si vous faites votre arrêt cardiaque au 5e étage d'un bâtiment haussmannien sans ascenseur à 18 h quand c'est les bouchons, vous n'avez pas la même probabilité d'arriver dans le temps imparti pour le faire. Donc le lieu d'implantation reste en tout cas, donc vous avez beaucoup de littérature, je vous ai mis, on va dire, le dernier qui ramène pas mal de choses, où là ils disent qu'en randomisant finalement, quel est le timing? Et ça a toujours été, alors c'est pas du tout une guéguerre, mais c'est le débat entre les préhospitaliers, entre le préhospitalier et l'intra-hospitalier, c'est quand est-ce qu'on arrête finalement la réanimation. L'arrêt cardiaque réfractaire, c'est après 30 minutes. Mais la plupart des études où on implante une ECMO sous massage, il est recommandé de commencer à penser et d'implanter une ECMO après 15 minutes de réanimation. C'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, si le cœur ne repart pas, vous devez appeler pour que quelqu'un vienne poser l'ECMO, ou vous devez vous débrouiller pour qu'avant 60 minutes, avant 1 heure entre le moment où le patient a fait l'arrêt et l'ECMO tourne, il doit se passer 60 minutes et pas plus. D'où la question de savoir, faut-il le faire en extra-hospitalier sur le lieu, ou faut-il essayer de dire on ramène le patient au plus vite dans un endroit qui est capable de le faire et on implante l'ECMO à ce moment-là. Je ne vais pas répondre à cette question, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent aujourd'hui y répondre, parce que ça demande en tout cas une politique institutionnelle et une logistique qui est à réfléchir. Et selon l'endroit où vous habitez ou comment est organisé le réseau régional, les choses peuvent beaucoup fluctuer. Si on vient un peu au rôle infirmier, et on se dit que vous êtes dans une réanimation, que vous êtes une équipe qui fait tout, ça veut dire vous cannulez, vous prenez en charge le malade. Que fait-on quand il faut mettre en place, quand il y a un arrêt cardiaque réfractaire et qu'il faut mettre en place l'ECMO vénère artérielle? Déjà, il faut 2 équipes distinctes. C'est ce qui est dit dans le topo précédent. Chacun a son rôle. Il y a l'équipe qui va s'occuper de la réanimation cardio-pulmonaire, d'aider à l'intubation, d'assurer les compressions thoraciques. Nous, à la Pitié, par exemple, en médecine intensive et réanimation, il n'y a pas de planche à masser. Donc, quand vous êtes parti pour masser pendant 2 heures, c'est toute l'organisation de l'unité qui est revue, parce qu'il faut pouvoir se relayer pendant 1 heure ou 2 heures de massage. Il faut que les autres patients puissent continuer à être pris en charge. Si vous avez des planches à masser, les choses sont plus faciles, mais là encore, ça dépend du recrutement de patients que vous avez et de ce que vous avez à disposition. Et puis, si vous êtes une équipe qui cannule, vous avez l'équipe qui va gérer l'ECMO, préparer le matériel, préparer la zone d'implantation, servir pour la cannulation, lancer la CEC. Il va falloir optimiser les débits, sécuriser les canules et surtout faire face à toutes les urgences possibles et imaginables. Quand vous cannulez, on peut perforer un ventricule, on peut léser une artère, on peut léser une veine. Beaucoup de choses peuvent arriver. Il faut être capable de gérer ceci. Et comme on disait, il faut aussi un leader, quelqu'un qui puisse assurer la communication. C'est pas, il y en a qui sont dans leur coin et qui donnent les médicaments, et puis l'autre côté, ceux qui s'occupent en gros des tuyaux et de la plomberie. Il faut vraiment que le tout soit harmonisé et que vous ayez bien quelqu'un qui communique et qui fasse en tout cas le pont entre tout ça. Et au milieu, vous avez le patient qui attend. Et du coup, la réorganisation dans l'unité, qui est vraiment important pour vous au quotidien, c'est pas parce qu'il y a une pause d'ECMO que tous les autres malades ne doivent pas être pris en charge à ce moment-là. Il y a une autre chose, c'est que si vous êtes un service qui va cannuler en dehors de votre réanimation, je dis n'importe quoi, un arrêt cardiaque qui se provient en médecine interne et qui disent il faudrait poser l'ECMO, donc il faut aller poser l'ECMO pour ramener le malade après. Là, vous êtes dans le rôle où vous allez venir un peu comme le SAMU quelque part, sauf que vous arrivez dans un environnement qui est complètement différent. Vous ne connaissez pas, ce n'est pas votre chambre de réanimation classique, donc il va falloir vous adapter à l'environnement. Il va falloir avoir un rôle pédagogique face à vos collègues d'un jour, ceux qui vont être là un instant, et leur expliquer voilà ce que je vais faire, voilà ce dont j'ai besoin que tu continues à faire. Si tu as une question, n'hésite pas. Et puis, parce que ça fait un peu peur. Enfin, si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'ECMO, même si vous êtes dans un service qui en fait que de temps en temps, généralement c'est l'événement. Quand vous arrivez avec la machine, etc., tout le monde vous regarde avec des grands yeux, qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui est normal. Enfin, moi j'en ai fait beaucoup, mais si demain on me disait qu'il fallait mettre une DVE ou quelque chose de neurologique où je n'y connais rien, j'aurais aussi très peur de ce que je ne maîtrise pas en tout cas.
Et après l'implantation, c'est quand même un patient qui est très lourd à prendre en charge et toute une logistique. Ça veut dire que tous les services ne font pas de l'ECMO. Il faut pouvoir le transporter et on ne peut pas juste le mettre dans un brancard avec une ambulance. Il faut un réanimateur, des bouteilles d'oxygène, quelqu'un qui puisse surveiller le patient et après pouvoir l'accompagner, lui et ses proches. Mais ça n'est pas le débat du jour. Donc en conclusion, quand est-ce que poser l'ECMO ou faut-il poser l'ECMO pour ces patients-là? C'est encore des critères qui sont en cours d'évolution, de discussion. C'est une logistique quand même qui est très lourde. Il y a une organisation, on va dire, institutionnelle et locale qui est primordiale, de savoir qui implante, qui va coordonner le transfert du malade et qui fait quoi. La formation, qui est la base de tout. Et pour revenir sur ce qui est dit précédemment, la simulation, nous, on en a fait en interne dans notre service. C'est primordial, que ce soit pour les gestes techniques ou pour apprendre à communiquer. Nous, sur certaines choses, on avait inversé les rôles. Les médecins étaient devenus des infirmiers, puis l'aide-soignant ou l'infirmier prenait le rôle du médecin, parce que des fois, on voit qu'on communique mal ou on ne comprend pas ce que dit l'autre, et ça peut vraiment vous amener à mieux appréhender les choses. Et les polémiques sur qui, quoi, qui doit cannuler, en tout cas, je pense, ne sont pas encore terminées. Merci beaucoup.